salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vlog, fourre-tout, avis lecture, unboxing, enfin bon, vous avez l'habitude hein, si vous connaissez un petit peu ma chaîne. Aujourd'hui on est le 25 avril, je vous reprends pour introduire cette nouvelle vidéo avec un petit unboxing que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Alors je sais déjà de qui c'est et ce que c'est puisque j'ai accepté de recevoir ce livre en service presse. Donc c'est la maison d'édition Tornada qui m'a fait la gentille attention de m'envoyer leur prochaine sortie thriller. On va ouvrir ça ensemble. Évidemment j'ai tout arraché. Alors voilà, il s'agit donc de Mon ami Charlie de David Bello, donc c'est aux éditions Tornada. Il y a toujours le petit marque-page qui va avec. Donc merci beaucoup Joël, à chaque fois c'est toujours des envois très soignés. Alors je vais vous lire la quatrième de couverture, hein, c'est ce qui m'a aussi donné envie d'accepter ce service presse. Après un traumatisme, deux adolescents de 14 ans, Charlie et Bastien, inventent le bingo. Une philosophie permettant d'anticiper, d'extrapoler et de déjouer les dangers de la vie. Toujours en place 30 ans plus tard, le bingo promet des vacances d'été paisibles au Mont-Corbier pour Bastien et sa famille. Mais lorsque l'énigmatique Chloé, meilleure amie de sa fille, se joint à l'escapade, le bingo semble caduc. Bastien panique et la montagne se métamorphose en théâtre des enfers. Certaines choses sont imprévisibles. Donc c'est pas mal, on va être en plein cœur des montagnes pendant les vacances d'été, donc je pense qu'il rejoindra ma palle de cet été. En tout cas merci beaucoup aux éditions Tornada pour cet envoi.
Hey, salut, je vous reprends, on est dimanche 18 mai et il s'est passé genre un vortex entre le précédent clip et celui-ci, tout simplement parce que je suis partie en vacances fin avril, début mai avec tous les ponts et les viaducs qu'il y a au mois de mai. Du coup j'en ai profité pour prendre des congés et partir en road trip en Espagne jusqu'en Andalousie. J'avais envie de vous raconter un petit peu ce périple. Si jamais ça vous intéresse pas les petits blabla voyages, vous pouvez passer, hein. Vous avez normalement le timecode avec les chapitrages de la vidéo, donc n'hésitez pas. Si jamais vous voulez aussi avoir plus de détails sur mes voyages, etc., n'hésitez pas aussi à aller sur le blog dans la rubrique lifestyle voyage. Je répertorie en fait tous mes voyages, les bons plans, les astuces qu'on a fait, etc. Moi c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi avant de préparer mes voyages, c'est-à-dire que bien sûr je lis les guides de voyage type Routard, Lonely Planet, etc. Mais j'aime bien aussi aller voir les blogs de voyage parce que, je sais pas, ça donne une âme plus particulière avec des trucs et astuces qu'on ne trouve pas forcément dans les guides de voyage, avec un ressenti aussi peut-être un peu plus personnel. Et donc voilà, j'aime bien me faire un petit peu mes recherches comme ça en allant farfouiller sur les blogs de voyage. Donc je me suis dit ça pourrait être intéressant de le faire moi aussi sur mon blog. Alors bien sûr, mon blog n'a pas vocation à être un blog de voyage, ça reste un blog littéraire. Mais de temps en temps, voilà, je mets un peu des articles autres. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de ce qu'on a fait pendant ce road trip en Andalousie. Donc déjà, on a pris la voiture, c'était le dimanche 28 avril. On est parti très très tôt puisqu'on avait quand même 6 heures ou 7 heures de route pour passer les Pyrénées. Et donc moi j'habite à Toulouse, hein, donc c'est pas si loin de l'Espagne, mais il y a quand même un peu de route pour passer les Pyrénées et pour rejoindre le Monasterio des Piedras qui était notre premier point de chute. C'était un monastère du XIIIe siècle il me semble. Attendez, je vais reprendre mon petit carnet de voyage parce que j'aime bien noter aussi ce qu'on fait, parce qu'après la mémoire, vous savez, hein, voilà, donc ça m'aide aussi après pour rédiger mes articles de blog. C'est un monastère qui date de 1186, un monastère cistérien qui a été un petit peu retapé. Une partie en hôtel, d'ailleurs on logeait, on avait décidé de se mettre bien et de se dire on loge carrément dans un monastère, c'était trop bien. Et une partie un peu en ruine aussi qui m'a beaucoup fait penser au monastère de Cashel en Irlande, mais avec une ambiance peut-être un petit peu moins austère. J'avais préféré l'ambiance en Irlande parce qu'il y a vraiment ce côté un peu gloomy, un peu plus gris, lugubre en Irlande, que là c'était un peu plus avec des tonalités un peu beige, un peu plus de soleil aussi. Par contre, ce que j'ai adoré au Monasterio de Piedras, c'est le parc. Ils ont un immense parc naturel avec de multiples cascades. C'était incroyable et hyper ressourçant. Enfin vraiment c'est relaxant. Vraiment commencer ses vacances avec un truc aussi calme, avec des cascades, la nature, un monastère, vraiment cette ambiance de repos, ça fait du bien. Vraiment superbe découverte le Monasterio des Piedras, je recommande vraiment. Ensuite le lendemain on a repris la route pour aller à Tolède, donc qui est un petit peu au sud de Madrid. Donc on est descendu, on voulait absolument contourner Madrid parce que c'est un peu compliqué en voiture, il y a beaucoup de bouchons. Mais on est quand même arrivé à Tolède, je crois vers 13 h, un truc comme ça. On est resté 24 heures à Tolède. On avait pris un Airbnb et ensuite on est parti visiter la ville. Notamment, on a un petit peu flâné dans la ville et on est allé faire la voie verte. En fait, c'est un petit circuit le long du fleuve qui permet aussi de s'éloigner un petit peu de l'effervescence de la ville, des touristes, de se rapprocher un peu de la nature. Ça faisait beaucoup de bien. Et ensuite, on est revenu vers le centre historique où on a visité un petit peu des monastères, donc le monastère de San Juan de los Reyes qui était vraiment pas mal. C'est vrai qu'ils ont de super monastères quand même en Espagne, avec des cloîtres qui sont très arborés, enfin c'est très lumineux, il y a une très très belle lumière. On est passé entre plusieurs monuments, enfin voilà, on a fait un petit circuit de la ville, d'autant plus qu'on nous avait donné dans notre Airbnb une carte de la ville avec donc les points d'intérêt, donc c'est plutôt pratique. Donc on a quand même pas mal marché à Tolède, mais c'était plutôt chouette. Et le lendemain matin, on a décidé de visiter la cathédrale principale qui s'appelle Santa Maria de Toledo, qui est immense, mais vraiment
immense. Et vraiment c'est une cathédrale qui vaut le détour parce que c'est pas juste une église comme une autre, il y a aussi des œuvres de peintres célèbres, notamment Titien, Goya, Le Greco et aussi mon préféré, le Caravage. Donc voilà, c'était quand même quelque chose à voir. Puis ensuite on a repris la route pour aller à Cordoue cette fois-ci. Donc là on rentrait vraiment dans la partie Andalousie. Donc on a passé 3 jours à Cordoue, Cordoba, hein, qui est donc la ville des cordonniers. Moi je connaissais un petit peu Cordoue parce que j'y étais allée il y a presque 10 ans. J'avais déjà visité la Mesquita, donc la Mesquita cathédrale qui est en fait une mosquée à l'intérieur de laquelle il y a une cathédrale. Donc c'est une mosquée qui date, je sais plus, je pense qu'elle date du Moyen-Âge, genre 10e ou 13e siècle par là autour. Et à l'intérieur de laquelle le roi Charles Quint a décidé de faire construire une cathédrale de style Renaissance, du coup au 16e siècle il me semble. Et donc on a ce mélange des styles qui est assez incongru, mais qui fonctionne bien. Et vraiment la Mesquita, à chaque fois que je la vois, c'est toujours un émerveillement parce que c'est vraiment des jeux de perspective avec toutes ces colonnes, et je crois qu'il y a plus de 800 colonnes. C'est vraiment très très beau. Petite astuce aussi, c'est que la Mesquita est gratuite de 8h30 à 9h30 tous les jours je crois, sauf quand il y a des messes. Il faut se renseigner un petit peu, mais elle est gratuite. Donc du coup, nous les 2 jours, enfin les 2 matinées où on était à Cordoue, on y est allé, on s'est levé tôt et on est allé voir la Mesquita. Et ensuite on est allé monter aussi à la tour des cloches, puisqu'il y a la Mesquita a une tour avec plein de cloches. Donc ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur la ville de Cordoue, c'est magnifique. C'est pas très cher, c'est 3 € pour pouvoir monter en haut. Donc on a fait ça. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On est allé évidemment sur le pont romain, hein, qui est gratuit. C'est un pont qui traverse du coup le fleuve Guadalquivir. Comment il s'appelle le fleuve? Bon, bref. Et donc ça permet aussi d'avoir une vue un peu plus éloignée de la Mesquita. On a flâné aussi dans le quartier juif de la Juderia, où il y a pas mal de choses à voir, des petites ruelles vraiment typiques avec des patios, avec des fleurs au balcon, vraiment ce qu'on s'imagine de l'Andalousie. On a pas mal marché quand même à Cordoue. Et le lendemain on a visité l'Alcázar de los Reyes Cristianos. Donc alors l'Alcázar en lui-même pas grand chose à voir, mais par contre les jardins de l'Alcázar vraiment magnifiques avec des bassins, avec enfin, c'est verdoyant, c'est des patios arborés, c'est très très beau. On a vu aussi les bains du calife qui datent du Xe siècle et qui ont été complètement remblayés lors de la construction de l'Alcázar à la Renaissance, puisque bah, c'était la forteresse de Isabelle et Ferdinand de Castille, qui étaient un peu les rois et reines catholiques, qui ont vraiment repris la main en fait et qui ont poussé un petit peu dehors les musulmans en Andalousie. Et après ils ont été redécouverts, ces bains arabes, complètement par hasard au 19e siècle, et ils sont plutôt bien conservés, donc c'était assez sympa à aller voir. On a visité aussi un petit peu les écuries royales. Alors il y avait des superbes chevaux, des pur sang andalous, c'est très beau. Alors on n'a pas vu le spectacle, il y avait un show le soir, mais on n'est pas allé le voir parce qu'à 20 h on est un peu claqué, enfin on mange et après on est claqué. Il faut savoir quand même qu'en Espagne ils ouvrent les magasins, les commerces, les visites assez tard, puisque ça ouvre en général vers 10 h du matin. Mais ça reste ouvert très tard aussi le soir, jusqu'à 21h30 par exemple. Les restaurants n'ouvrent qu'à partir de 20 h, donc voilà, c'est quand même des grosses journées. Voilà, ils sont pas trop lève-tôt, mais ils sont couche tard quoi. Et ils mangent assez tard aussi en Espagne, contrairement aux pays anglo-saxons où on était, en Écosse ou en Irlande, où on pouvait manger dès 18 h, 18h30, ça posait pas de problème. En Espagne, il faut attendre 20 h. Et puis ensuite, on est allé se balader aussi dans le quartier de San Basilio, la synagogue, la chapelle San Bartholomé. Voilà, c'était assez sympa à voir. On a bien écumé Cordoue en long, en large et en travers, mais c'était vraiment sympa. Ensuite, le vendredi, on est reparti, on a repris la route pour aller à notre deuxième ville d'Andalousie. C'était Ronda que moi je connaissais pas du tout. C'est une petite ville qui est perchée à flanc de falaise. Alors vaut mieux pas avoir le vertige, j'avoue que moi je suis pas trop sujette au vertige, mais là j'étais quand même pas sereine. Une magnifique vue
panoramique sur la campagne environnante, magnifique avec un coucher de soleil incroyable, et surtout son fameux Ponto Nuevo qui est en fait le pont neuf qui a été construit, je sais plus, au 19e siècle il me semble, et en fait c'est un pont mais vertigineux, on se croirait vraiment dans un décor à la Tolkien, à la Seigneur des Anneaux. C'est magnifique, et puis il y a plusieurs ponts, il y a le pont Viero, donc le vieux pont, et le pont arabe, donc en fait ça fait comme une perspective de pont comme ça, c'est assez joli. On a pris le pass, le City Pass à l'office du tourisme qui nous permettait de voir un peu 6 des principaux points d'intérêt de la ville, alors nous on en a fait 5 sur les 6. On a fait bien sûr le Puente Nuevo qui est en fait une petite exposition à l'intérieur du pont. Bon, le pont en lui-même, en haut, tout le monde y passe, hein. Il y a beaucoup de touristes et de voitures d'ailleurs qui passent dessus. Mais voilà, ça permet de voir de descendre un petit peu, d'avoir une autre perspective du pont. Sympa, mais voilà, c'était pas d'un grand intérêt. Pareil pour le couvent de Santo Domingo qui est juste à côté, qui faisait partie du pass. Pas grand intérêt non plus. La Casa del Giante, donc la maison du géant, sympa, mais bon, sans plus. Moi par contre ce que j'ai adoré c'est le Palacio Mondragon, qui est en fait un petit musée municipal qui retrace en fait toute l'histoire de la civilisation de Ronda depuis l'Antiquité, avec pas mal de pièces, de monnaies, de poteries, enfin plein de choses comme ça, c'était assez sympa. On a fait l'impasse sur le musée Joachim, qui est en fait un musée qui est d'un peintre de Ronda, qui était un peu dans la mouvance du cubisme à la Picasso, donc ça on l'a passé. Et par contre après le lendemain on a vu les bains arabes qui sont des bains qui datent du XIIIe siècle cette fois, et qui sont hyper bien conservés avec un toit, avec des étoiles, vraiment c'était, il y a une petite animation, un petit film qui retrace un petit peu comment ça a fonctionné en fait, comment c'était irrigué, chauffé, etc. C'était hyper intéressant. Vraiment une chouette visite, ces bains arabes de Ronda, je recommande vraiment beaucoup. Et le lendemain on a fait une petite randonnée donc, qui passait un petit peu par le Camino de Santiago, donc le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Évidemment il y a plein de chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais c'en était un. Donc on a fait un petit peu le tour en fait de la vallée de Ronda en bas de la falaise pour pouvoir arriver au point de vue, au Mirador, pour voir le Puente Nuevo, mais d'en bas en fait. Donc ça donne vraiment un spectacle incroyable, c'est vertigineux vraiment, ce pont est magnifique. Rien que pour ça, aller à Ronda, parce que vraiment c'est une chouette petite ville, moi j'ai beaucoup aimé, il y avait un peu moins de monde qu'à Cordoue, parce qu'à Cordoue on est arrivé avant le pont du 1er mai, et on sent qu'après il y avait beaucoup de touristes qui sont arrivés. Et là, à Ronda, on respirait un petit peu mieux, donc c'était assez chouette. Moi, j'ai beaucoup aimé cette ville. Et puis après, on a repris la route, et cette fois-ci, on est allé à notre 3e ville d'Andalousie, à Grenade, que je connaissais aussi pour l'avoir fait il y a quelques années. Du coup, on était logé dans le petit quartier musulman de l'Albacine, qui est en fait un quartier vraiment typique. S'il y a vraiment un quartier à voir à Grenade, c'est celui-là et celui de Sacromonte, le quartier gitan, qui est juste à côté. Vraiment c'est des toutes petites ruelles étroites en chaux blanche et pavées. Alors il vaut mieux avoir des baskets hein, pour aller à Grenade. On n'y va pas en chaussures de ville ou en talons parce que là vous pétez une cheville. D'autant plus qu'il faut avoir aussi un bon cardio parce que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc c'est vrai que c'est pas facile de circuler. Nous on est arrivé avec notre voiture, on n'était pas serein. On s'est dit à tout moment on perd un rétro. Mais bon on est quand même arrivé à bon port. À notre Airbnb, heureusement il y avait un parking inclus dans notre Airbnb, c'est vraiment quelque chose qu'on avait regardé en amont. Et du coup après on est parti visiter l'Albacine, le quartier de Sacromonte, on est monté jusqu'à l'Abbadia, l'espèce de monastère dont c'est l'abbaye. Abbadia c'est abbaye, Monasterio c'est monastère. Qui est tout en haut de la colline, ça permet d'avoir une superbe vue sur la vallée, sur la ville de Grenade et sur l'Alhambra notamment. Et voilà, on a fait ça le premier soir et puis ensuite on est allé visiter le lendemain l'Alhambra, on s'est réveillé tôt pour essayer d'aller choper des tickets pour le palais Nasrid, puisqu'en fait on avait réussi à prendre des tickets pas trop chers pour le reste, c'est-à-dire, enfin l'Alhambra c'est vraiment la citadelle rouge, donc c'est tout comme une mini-ville à l'intérieur de Rempart.
et tu as plusieurs points d'intérêt. Et le principal point d'intérêt c'est le Palais Nasrid qui est vraiment magnifique. Moi je l'avais fait il y a quelques années et vraiment c'est là où il y a le plus de monde aussi et c'est le plus compliqué d'avoir des tickets. Donc nous on n'avait pas réussi à avoir les tickets en ligne quand on s'était pris lors de la réservation. En général il faut s'y prendre au moins 3 mois à l'avance parce que surtout en haute saison c'est compliqué d'avoir des tickets. Je crois qu'il y a plus de entre 6000 et 7000 visites par jour. Alors c'est compliqué. Donc nous on avait les billets pour aller voir le reste, c'est-à-dire l'Alcazaba, la forteresse. Pour aller voir le palais de Charles Quint, Carlos Cinco. Celui-là il est gratuit, on peut le voir rentrer comme dans un moulin d'ailleurs. C'est d'ailleurs un carré, un palais carré à l'intérieur et un rond, c'est assez particulier. Mais c'est sympa à voir. Et on a fait aussi le Generalife, donc le jardin de l'architecte en arabe, qui est magnifique. Vraiment, pour ça, ça vaut le détour. Donc on était quand même content d'avoir fait ça. D'autant plus que mon chéri, lui, n'avait jamais fait l'Alhambra, donc c'était une première. Et moi, j'étais contente quand même de revenir voir ça, parce que ça vaut quand même le détour. Par contre, il y a du monde. C'est vrai que moi, je l'avais fait en novembre la première fois, il n'y avait personne. Et pourtant il fait très très bon en novembre en Andalousie, hein, on était en t-shirt. Mais par contre en mai, il y a quand même du monde, surtout avec les ponts du mois de mai. Donc vaut mieux s'y prendre à l'avance pour réserver les billets et ne pas les avoir trop chers, parce que des fois ça peut vite grimper. Donc voilà un petit peu pour l'Alhambra. Après l'après-midi on est allé voir la Capilla Real, qui est la grosse chapelle royale de Grenade. On ne peut pas passer à côté, c'est un monument qui est immense. Et dans laquelle se trouvent justement les tombeaux de Isabelle et Ferdinand de Castille, qu'on avait déjà croisés à Cordoue. Et aussi leur fille, donc Jeanne la Folle, qui est la mère de Charles Quint et de son mari. Et il se trouve que Isabelle de Castille était une fervente admiratrice d'art, et notamment d'art religieux, et il y a exposé dans cette Capilla Real sa collection personnelle d'œuvres, et notamment un Botticelli. Donc moi j'adore la Renaissance italienne, j'adore tous ces artistes, donc forcément j'étais ravie de voir un Botticelli. Malheureusement on ne pouvait pas prendre de photos, c'était interdit, mais voilà. Et on a fait aussi le monastère San Geronimo, qui était un très joli petit cloître qui était très arboré avec des oranges, des citrons, et une église qu'on ne s'attendait pas, qui était très colorée, vraiment avec des murs, mais c'était vraiment très fourni, peut-être un peu trop, mais en tout cas c'était assez surprenant de voir ça dans un monastère. Voilà un petit peu pour Grenade. Après on a repris la route, on est remonté du coup par la côte, puisqu'on est descendu dans le centre de l'Espagne, et on est remonté par la côte méditerranéenne. Donc on s'est arrêté à Alicante, qui est une grande ville balnéaire. Alors là on change d'ambiance du tout au tout, puisque là on est vraiment sur une grande ville avec des grands magasins, des grandes artères, beaucoup de monde, un port de plaisance, une grande esplanade piétonne. Voilà, on a un petit peu flâné à Alicante, mais c'était juste un point de chute rapide pour ensuite reprendre la route pour aller du côté de Mirave. Donc là c'était pas loin de Tarragone, donc vraiment on a remonté la côte, on a fait pas mal de routes. Et là par contre on avait pris un Airbnb, donc c'était un mas au milieu des champs de cerises et d'oliviers, donc perdu, vraiment on voulait du calme après l'effervescence d'Alicante. On s'était dit on va se perdre dans la pampa, dans la campagne. Sauf qu'on n'était pas très rassurés, parce qu'on s'est dit vraiment il n'y a personne autour, mais genre personne. Vraiment. En plus nous pendant tous les trajets en voiture, on écoutait des podcasts de true crime. Du coup on n'était pas toujours très rassurés. Et surtout qu'il n'y avait rien du tout aux alentours, même pour faire des emplettes, pour aller au resto ou que sais-je. Du coup on a dû reprendre la voiture pour aller non loin de là à Mirave, donc le petit village qu'on a un petit peu visité. On est grimpé au château, on est allé voir l'église, le mirador, voilà, c'était assez sympa. On a profité pour faire quelques emplettes pour le petit déj et le lendemain midi. Et on a essayé tant bien que mal de trouver un resto ouvert. Donc on est allé dans la ville d'à côté pour trouver notre bonheur. Et ensuite on est retourné dans notre Airbnb au milieu de la pampa de nuit. Rassurés, on entendait des bruits, on s'était dit oh là là, dans quoi on s'est embarqué, mais bon finalement tout va bien, on est toujours en vie. Et ensuite le lendemain on a repris la route pour repasser les Pyrénées en sens inverse et rentrer à Toulouse. Donc voilà, c'était 10 jours à peu près de road trip
jusqu'en Andalousie, c'était super. On a vu de très très belles choses. On a quand même pas mal marché, pas mal fait de route, mais c'était super, vraiment dépaysant. Moi l'Andalousie je connaissais un petit peu et j'étais ravie d'y retourner et de voir d'autres villes que je n'avais pas explorées. N'hésitez pas si jamais vous avez envie d'aller en Espagne et en Andalousie, ça vaut vraiment le détour. Je conseillerais vraiment d'y aller soit en avril-mai, soit plutôt octobre-novembre, mais pas en période chaude parce que déjà qu'il fait chaud au printemps ou à l'automne, je pense qu'en été ça doit être invivable. Mais vraiment c'était chouette. Et je voulais aussi vous parler d'un livre que j'ai terminé juste avant de partir en Espagne, mais j'ai pas pu vous en parler plus tôt. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, à ma grande surprise, parce que, enfin, j'étais pas sûre d'aimer, j'avais un peu des a priori, j'avoue, parce que ça parle de Japon, de culture nippone, et moi c'est vraiment pas une culture que je connais ou que j'apprécie, enfin j'ai pas d'appétence particulière pour cette culture. Et pour autant j'ai été quand même agréablement surprise. Donc c'est Pluie nocturne de Noémie Chevassus, c'est aux éditions Alba Capella, oui c'est ça, dans leur collection Snack. Donc c'est l'autrice elle-même, Noémie Chevassus, qui m'a proposé de recevoir son livre en service presse et je la remercie. Et en fait ce qui m'avait convaincue c'est le fait que Noémie était elle-même une ancienne brigadière de la police, de la brigade de mineurs de Créteil, et du coup voilà, c'est un roman policier et je me suis dit ça donnait du réalisme à son récit. Et effectivement, puisque en fait la personnage principal, Olivia Belloc, est aussi capitaine à la brigade de mineurs de Créteil et elle va être confrontée à une enquête vraiment très très particulière puisque un soir une femme appelle la police secours en disant je l'ai tué, je viens de le faire, je viens de la tuer. Et donc les gendarmes, enfin les policiers qui sont envoyés sur place découvrent un bébé, un nourrisson qui est mort à l'adresse qu'avait indiqué cette femme. La femme a disparu, elle est d'origine japonaise et le policier qui la cherche la retrouve sur un pont en train de vouloir se suicider, hein, sauter d'un pont. Finalement elle va être récupérée in extremis de la noyade. Elle va être envoyée à l'hôpital, etc. Et du coup, Olivia Belloc va essayer d'enquêter pourquoi cette femme semble avoir tué son nouveau-né. Elle a commis un infanticide, mais c'est pas si simple que ça. Visiblement, cette femme est aussi victime de quelque chose, de quelqu'un, on sait pas trop. Et en fait, on va alterner entre le récit au présent avec l'enquête d'Olivia et le récit au passé avec cette fameuse cette fameuse jeune fille japonaise qui va rencontrer un homme. Elle est de classe très populaire, hein, vraiment, elle vit avec sa mère, elles ont pas beaucoup d'argent, elles savent pas trop comment s'en sortir dans la vie. Et elle va rencontrer cet homme, cet Européen, ce Français qui semble très riche et qui va décider de l'épouser et de la ramener en France. Mais visiblement cet homme est beaucoup plus sournois et sadique qu'il n'y paraît. Et donc voilà, c'est vraiment une enquête très particulière, très sombre, beaucoup plus sombre que ce à quoi je m'attendais. Alors je mets quand même des trigger warnings puisqu'on va parler de viol, de séquestration, même de pédophilie. Donc c'est pas bisounours, c'est peut-être pas à mettre entre toutes les mains. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice qui est vraiment très belle. Très fluide, ça se lit bien, c'est hyper bien construit, les personnages, l'intrigue, on est vraiment immergé dans le récit et tout ça est quand même sur fond d'une certaine poésie un peu mélancolique, avec cet imaginaire autour du Japon, de la spiritualité japonaise, des esprits japonais. Vraiment tout cet imaginaire là avec les cerisiers en fleurs, la pluie nocturne justement. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Pourtant je m'y attendais pas. Et c'est vrai que cette couverture, je disais, elle est pas très jolie. Je maintiens qu'elle est pas très jolie, mais elle prend tout son sens par rapport au récit. Voilà, je comprends mieux cette couverture par rapport au texte à l'intérieur. En tout cas, voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Je la recommande vraiment à tous les amateurs de romans policiers parce que vraiment ça change et c'est plutôt bien fait. C'est quand même assez sombre. Mais vraiment top. Et d'ailleurs j'ai dit à l'autrice que vraiment si jamais elle avait d'autres histoires de ce style, qu'elle n'hésitait pas franchement parce que c'était vraiment bien, il faut qu'elle continue à écrire et je la suivrai avec grand plaisir. Elle m'a dit justement que
Elle n'avait pas envie de lâcher Olivia Belloc, son personnage principal, qu'elle avait peut-être d'autres histoires à lui faire vivre. Donc voilà, affaire à suivre en tout cas, c'était plutôt chouette et vraiment je vous le recommande. Bon, je m'arrête là parce que j'ai beaucoup blablaté et que je vois que ma caméra est en train de clignoter, donc je vais aller la recharger et je vous dis à plus tard. Ciao. Hey, salut. On est samedi combien, 25 mai. Je vous reprends parce que je viens de rentrer des courses, j'ai regardé ma boîte aux lettres et se trouvait un petit paquet. Donc voilà, je me suis dit on allait l'ouvrir ensemble. Donc je sais ce que c'est puisque c'est les éditions Cherche Midi qui m'ont gentiment proposé de le recevoir. J'ai accepté. Alors, j'ai tout déglingué. Je sais même pas la couverture par contre. Ouh, oula, c'est bien emballé. Ok, donc on a superbe communiqué de presse. Donc c'est le 8 de Catherine Neuville, donc le jeu des monarques, le tome 1, j'imagine. C'est une réédition apparemment qui date des années 80 il me semble. Donc c'est au Cherche Midi évidemment. Donc c'est du thriller historique si j'ai bien compris. Alors je vais vous lire un petit peu. Oh, il pèse lourd, c'est écrit petit. Oh, je vais vous lire un petit peu la 4e de couve. Donc on est dans le sud de la France au printemps 1790. La Révolution menace les biens des monastères et des couvents. À l'abbaye de Monglane, la mère supérieure charge 2 jeunes novices d'une mission urgente, mettre à l'abri des pillages les pièces d'un mystérieux jeu d'échecs. Beaucoup parmi les grands d'Europe veulent en effet s'en emparer, Talleyrand, Robespierre, Bonaparte ou encore Catherine II de Russie. En décembre 1972, Catherine Vélis est une spécialiste des échecs. Alors qu'elle se prépare à partir en Algérie, un antiquaire lui demande de retrouver le jeu de Monglane afin de percer son terrible secret. Commence une quête passionnante à travers les arcanes de l'histoire de France, pleine de mystères, d'énigmes et de rebondissements. Effectivement, c'est un premier volume qui sera suivi du Feu Sacré et ça a été élu par le journal El País comme faisant partie des 10 meilleurs livres de tous les temps. Ben dis donc. Une fresque monumentale doublée d'un puzzle diabolique, ce livre est devenu, depuis sa première parution en 88, c'est ça, un classique du thriller historique, peut-être le sommet du genre. Écoute, moi ça me vend du rêve. J'aime bien en plus quand ça se passe aussi dans les monastères, les couvents, les trucs comme ça. Donc voilà, apparemment c'est encensé par la critique, que ce soit Le Monde qui dit un plaisir d'une intensité et d'une qualité rare, ou François Bunel, celui qui est présenté la grande librairie avant, un thriller magistralement construit. Voilà, donc merci beaucoup au Cherche Midi. Ça sort quand? Ça sort, c'est déjà sorti, c'est sorti le 7 mai. Effectivement, voilà, le tome 2, il ressemblera à ceci. Ça s'appellera Le Feu Sacré. En tout cas, ils ont un superbe communiqué de presse. Un succès planétaire. Eh ben, merci beaucoup, Cherche Midi en tout cas. Voilà, je vous reprends plus tard pour clôturer ce vlog avec ma dernière lecture. Allez, à plus. Ce mois de mai est absolument automnal. Je vous reprends, on est lundi 27 mai, je vais clôturer ce vlog en vous parlant de ma dernière lecture que j'ai terminée hier soir et oh, c'était tellement bien. Donc il s'agit du tome 7 de la saga de l'Assassin Royal, donc le prophète blanc de Robin Hobb. C'est publié en petit découpage chez J'ai lu et donc c'est le premier tome du deuxième cycle de l'Assassin Royal. L'Assassin Royal, vous connaissez, hein, je vous en ai beaucoup parlé, c'est une saga de fantasy adulte dans un monde inventé où on va suivre Fitz, qui est un jeune bâtard du prince héritier, sauf que il va être confié du coup à la famille royale et comme il a un statut un peu de bâtard, il va être formé à devenir assassin royal, donc on va dire l'instrument de la justice du roi. Et il va se passer plein de choses dans le premier cycle où on va suivre vraiment Fitz dans cet apprentissage de ce métier durant son enfance et son adolescence jusqu'à à peu près une vingtaine d'années, hein, quand il est jeune adulte, et on le quitte là. Et ensuite, dans la série en fait des cycles, puisque Robin Hobb est une autrice qui est très très prolifique, il faut lire Les Aventuriers de la Mer, cette saga qui se trouve
entre le premier cycle et le deuxième cycle de l'Assassin Royal. Normalement, il vaut mieux les lire dans l'ordre. Même si c'est une saga qui est quand même totalement différente, Les Aventuriers de la Mer. Je vous en ai beaucoup parlé, je l'avais adoré, mais vraiment c'était trop bien Les Aventuriers de la Mer, avec des personnages féminins incroyablement bien construits, des enjeux politiques. Il y a de la magie, mais pas trop, c'est hyper bien écrit. Robin Hobb, elle a vraiment une plume, mais une plume qui est très belle, très subtile, un peu philosophique, un peu poétique. En même temps, c'est bien dosé entre l'action, la réflexion, entre la narration, les aventures, etc. Tout est très bien dosé chez elle. J'avais un peu peur quand même de retourner dans l'Assassin Royal, puisque j'ai tellement adoré Les Aventuriers de la Mer que je m'étais dit, est-ce que je vais apprécier retourner dans l'Assassin Royal? Et aussi, il s'est passé quand même pas mal d'années, alors je sais plus combien de temps j'ai mis à lire les Aventuriers de la Mer. Je sais plus quand est-ce que j'ai lu. Attendez, on va voir ça. C'est l'avantage de faire des chroniques écrites sur le blog ou sur Instagram, ça permet de savoir quand est-ce qu'on a lu quoi. Alors si je remonte mon feed Instagram, voyons voir. L'Assassin Royal tome 6, je l'avais chroniqué en mars 2020, donc ça remonte à il y a 4 ans. Donc j'ai mis quand même 4 ans à lire Les Aventuriers de la Mer parce que je les lis pas, je les enchaîne pas. Hein. Enfin, j'aime bien, comment dire, laisser quelques mois, un trimestre, 3-4 mois entre chaque tome parce que j'ai pas envie de faire une overdose non plus. Donc voilà, je déguste, je savoure vraiment petit à petit les livres de Robin Hobb. Et donc voilà, ça faisait 4 ans que je n'étais pas retournée dans l'Assassin Royal et j'avoue que j'avais une petite appréhension de me dire, est-ce que je vais apprécier, est-ce que je vais me rappeler des personnages, des enjeux, de ce qui s'était passé avant. Et en fait, tout ça a été vite balayé face au constat vraiment que Robin Hobb a vraiment un talent de conteuse. Elle te prend par la main, elle te remet un petit peu dans le bain du récit. En plus, dans ce tome-ci, il s'est passé donc une ellipse de 15 ans entre la fin du premier cycle, donc le tome 6, et celui-ci. Donc il y a 15 ans qui se sont passés pour les personnages, et donc forcément ça va être l'objet de réminiscence de ce qui s'est passé avant et de ce qui s'est passé pendant ces 15 ans. Donc on n'est pas perdu en tant que lecteur, on est remis dans le bain petit à petit et c'est fait de manière très subtile, très agréable, c'était vraiment top. Donc là on va retrouver Fitz, donc maintenant c'est un adulte, il a 35 ans, ça fait une bonne dizaine d'années qu'il vit reclus dans une cabane avec son loup et avec un jeune orphelin qu'il a adopté un peu comme son fils, donc Heur qui est un jeune adolescent à présent, et il sent que là c'est un peu, voilà, il vivait une vie reculée loin de tout, il avait quitté Castelcerre, le royaume, suite aux événements qu'il y avait eu dans le premier cycle. Beaucoup de gens le pensent mort d'ailleurs, et ça lui va très bien, et lui voilà, il aspire à une vie paisible dans sa cabane reculée. Sauf que va y avoir des anciens personnages de son passé qui vont venir le voir à tour de rôle dans sa petite cabane et notamment qui vont l'inciter à revenir au château et à refaire partie un peu de cet univers, à reprendre un peu son rôle d'assassin royal et de reprendre en fait ses devoirs envers la couronne. D'autant plus que là va y avoir une urgence puisque le prince Devoir a disparu. Et ça pose vraiment un gros problème parce qu'il est censé se fiancer avec la fille d'un autre royaume pour une alliance, voilà, mariage arrangé, hein, on le sait. Mais s'il ne se présente pas alors que la fille arrive, ça la fout mal. Et en parallèle de ça, on a aussi toute une montée en puissance de haine envers le vif, puisque dans cet univers, il y a quand même deux magies, on va dire. Il y a la magie de l'art, qui est vraiment une magie très noble, qui fait partie de l'élite. C'est surtout la famille royale, en tout cas les nobles du pays qui sont dotés de ce pouvoir. Alors pas tous, hein, il y a très peu de gens qui ont cette capacité, qui s'appelle donc l'art, avec un grand A, et qui permet en fait de communiquer par la pensée, d'être humain à être humain, un petit peu. Et donc c'est
un don qui est très bien vu par la société mais qui est très difficile à manier, qui nécessite beaucoup d'énergie, qui puise dans les forces de l'individu qui manie l'art. Donc voilà, c'est très difficile et puis il y a eu vraiment un écrémage de gens qui ont ce don depuis les événements du premier cycle, donc très peu de personnes peuvent utiliser cette magie-là. Et de notre côté, on a la magie du vif qui est un peu le pendant de l'art, mais cette fois-ci la magie des bêtes, c'est-à-dire la possibilité de communiquer avec des animaux et notamment de se lier très fort, d'avoir une relation très étroite avec un animal comme un animal totem, un animal de compagnie, alors ça peut être aussi un animal sauvage, mais voilà, les personnes qui sont dotées de ce vif ont cette capacité à se lier aux bêtes. Et ça c'est très très mal vu dans la société, c'était déjà le cas dans le premier cycle de l'Assassin Royal, c'était quelque chose d'un peu tabou, on n'en parlait pas. Enfin en tout cas les gens qui possédaient ce don ne le criaient pas sur tous les toits, c'était plus un complexe qu'un atout. Et il se trouve qu'il y a une montée en puissance depuis quelques années de la haine envers les gens qui possèdent le vif. Et vraiment, il s'engage une chasse aux sorcières quelque part où il y a des villageois qui vont dilapider en public des personnes qui sont atteintes de cette magie des bêtes. Et donc forcément c'est un peu la merde parce que Fitz lui il possède, il a les deux dons, l'art et le vif, et il pense que le prince Devoir a potentiellement le vif et que peut-être il y aurait des enjeux politiques autour de ça puisqu'il y a des gens qui possèdent le vif qui veulent aussi faire valoir leurs droits, donc voilà. Donc on sait pas trop, mais en tout cas voilà, ce tome est quand même assez introductif. On est beaucoup plus dans l'introspection de ce qui s'est passé précédemment et la mise en place d'une aventure qu'on sent poindre, on va dire. En tout cas, on sent que ça va se remettre en mouvement, on le voit à la fin de ce tome-ci. Il va y avoir une quête, il va y avoir une remise en route, un petit peu de Fitz qui s'est un peu empâté dans sa cabane. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai trouvé que c'était un superbe tome, que c'était hyper bien construit et bien amené, et vraiment on n'est pas perdu. Alors par contre, je recommande quand même d'avoir lu le premier cycle de l'Assassin Royal pour pouvoir comprendre et remettre un petit peu les enjeux, les personnages, etc. Il faut quand même avoir lu le premier cycle. Mais en tout cas, vraiment j'adore et je vous recommande vraiment de découvrir Robin Hobb parce que vraiment sa plume est extraordinaire. Alors je sais que les 3 premiers tomes de l'Assassin Royal, le premier cycle, sont un petit peu difficiles, ils sont un petit peu difficiles à prendre en main, un peu hermétiques je dirais, mais il faut vraiment pas se laisser décourager et poursuivre au moins jusqu'à la fin de ce 3e tome qui correspond à la fin du premier intégral en grand format on va dire, mais vraiment allez-y. Et puis si vous voulez pas vous lancer dans l'Assassin Royal, commencez peut-être par les Aventuriers de la Mer. Si vous accrochez, vous pourrez du coup repartir sur l'Assassin Royal, mais vraiment j'adore et j'ai hâte de y lire le tome 8 qui m'attend déjà dans ma pile à lire. Je pense que je le lirai au mois d'août, en tout cas je l'ai mis dans ma pile à lire de cet été. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir la vidéo, si vous ne l'avez pas vue je vous la mets juste ici. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez lu récemment, est-ce que vous avez fait de belles découvertes livresques. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!